Entre les amalgames, le contexte international et parfois, il faut bien le dire, les raccourcis politiques, l'islam suscite de nombreuses peurs en France. La communauté musulmane dans l'Hexagone est la plus importante d'Europe. Pourquoi cette religion inspire-t-elle tant de craintes? On en parle dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, notre journaliste Flora Sauvage est allée à la mosquée de Cergy recueillir les réactions sur place. Regardez. Bismillahirrahmanirrahim. Tahar Mahdi est l'imam de la mosquée de Cergy. Après 10 ans d'attente, la mosquée a finalement vu le jour en juillet 2012. Ici, on pratique un islam apaisé où toutes les communautés musulmanes de la ville sont représentées. Moi, je pense que la France est une chance pour l'islam et l'islam est une chance pour la France également. Il faut que les musulmans, au lieu de tomber dans la victimisation, travailler, aller de l'avant, réussir à l'école. Un discours positif pour cet imam qui conçoit sa mosquée comme un lieu ouvert sur le quartier. Face à un sondage Ipsos paru récemment qui montre que 74% des Français considèrent l'islam comme une religion intolérante, il met en avant la méconnaissance et la mauvaise image de l'islam donnée par les djihadistes de par le monde. Ça ne m'effraie pas, moi, ce sondage. Mais il faut vraiment travailler pour qu'il y ait beaucoup de contacts. Il faut inviter nos concitoyens à venir dans les mosquées comme faisait le prophète au temps de Najran. D'une capacité de 1500 places, la mosquée de Cergy accueille aussi un salon de thé, des salles de cours et bientôt un centre culturel. Au départ, il a fallu dialoguer avec les habitants du quartier qui étaient réticents. Évidemment, il y a eu quelques inquiétudes au niveau de la population parce qu'ils ne connaissent pas du tout les mosquées. Et nous avons fait une communication pour dire à toute la population cergissoise et cergissois, pour les informer d'abord de la construction de la mosquée. Si la mosquée de Cergy a pu voir le jour, c'est grâce à Dominique Lefebvre, l'ancien maire de la ville, pour qui l'islam à ciel ouvert est un antidote contre l'intégrisme. Si on veut éviter ces radicalisations, je crois qu'il faut faire ce qu'on fait tout en étant absolument intransigeant avec toute forme d'intégrisme islamiste. Et je crois que c'est ce que nous avons réussi à faire. Et pour permettre la création de cette mosquée qui a coûté 3,7 millions d'euros, la mairie a garanti à hauteur de 50% l'emprunt de 2,5 millions d'euros contracté par les responsables musulmans. Le reste est assuré par les dons des fidèles. Et nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Odon Vallée, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes spécialiste des religions, auteur prolifique sur ce sujet. Avec nous également Yvan Rioufol. Bonsoir, Yvan. Vous êtes essayiste et journaliste au Figaro. Vous êtes aussi l'auteur d'éditos parfois au vitriol sur l'islam et surtout l'islam radical. Merci d'être avec nous. Également présente ce soir la vice-présidente du Sénat, Barry Zakari. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Sylvain Crépon est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et chercheur spécialiste de l'extrême droite. Alors messieurs, madame, ces enquêtes et sondages qui mettent en avant les craintes des Français interviennent dans un contexte international particulier que l'on ne peut pas ignorer. La France est en guerre contre les terroristes, les djihadistes, on parle aussi d'islamistes. Barry Zakari, est-ce qu'il y a un risque d'amalgame, de confusion dans l'esprit de certains? Écoutez, d'abord, je dois dire que je salue le fait que la communication qui concerne notre intervention au Mali, l'exécutif ne parle que de terroristes. Et je pense qu'il faut absolument couper la référence à l'islam, parce que dire salafiste, djihadiste, islamiste, c'est faux. Il faut simplement les appeler terroristes, parce que quand on coupe la référence à l'islam, ils ne sont que des criminels, que des terroristes et que des gens qui vendent de la drogue, des violeurs, etc. Tout ce qu'on veut comme qualificatif. Mais on ne peut pas dire à partir de tout ce qu'on fait, tout ce qui a été fait par ces gens-là, se rattacher à un quelconque monothéisme, c'est impossible. Donc, la communication, moi je pense qu'elle est la bonne. Le fait qu'il y ait un sondage en même temps qui dit que 74% des Français ont une méfiance vis-à-vis de l'islam, etc. Je pense que ça tient beaucoup à la communication Sarkozy-Buisson. Et si, avec un clin d'œil, je dirais peut-être que se rajoutent les éditoriaux et les écrits de M. Rufol sur la question, puisque nous avons passé une séquence sur l'identité nationale, sur la création de ce fameux ministère, sur le débat du même nom, sur les discussions exotiques, sur la viande halal. Alors, ce serait l'axe Rufol, Sarkozy-Buisson. Voilà, l'axe Rufol, on va prendre les choses. Yvan Rioufol d'abord. Le gouvernement prend, vous l'avez dit, Barry Zakari, des strictes
petite précaution sémantique. François Hollande ne parle pas d'islamisme et de groupes terroristes. Est-ce que cela vous semble pertinent? Je pense que vous n'aidez pas justement à faire la différence que vous avez bien voulu faire en me présentant entre islam et islam radical. Car si je critique l'islam radical, je respecte l'islam. Or là, à ne pas vouloir dire l'évidence, à savoir que cette guerre est une guerre contre l'islamisme et non pas une guerre contre l'islam, vous amalgamez vous-même cette confusion dans les esprits. Je trouve qu'il alimenté. Si vous voulez. Mais en l'occurrence, on a bien vu, il suffit de voir les télévisions pour voir qu'à Tombouctou, c'est bien une ville qui était sous le régime de la charia. On en a vu les panneaux qui étaient à l'entrée de la ville, qui vient d'être libérée sous les hurrahs des femmes qui ont enlevé leur voile. Donc appelez ça peut-être du terrorisme, moi j'appelle ça de l'islamisme et du djihadisme. Et je pense que vous avez... l'utilisation de l'étendard de l'islam par des terroristes. Écoutez, arrêtez les sophismes. Le vrai problème de l'islam, il est dû justement à ces discours-là qui sont des discours de déni de réalité. Les Français ne sont pas aveugles, ils voient bien qu'il y a d'un côté des musulmans qui vivent leur religion dans le respect de leur intimité, et ils sont éminemment respectables, et il y a une idéologie qui veut subvertir le domaine public, et sur laquelle vous ne voulez pas apporter de critiques, sauf en injuriant, si vous ne l'avez pas fait, mais enfin, sauf en nous traitant d'islamophobes ou je ne sais quoi. Est-ce qu'il est nécessaire de faire ce distinguo entre la religion musulmane et son instrumentalisation à des fins politiques, voire criminelles? Aucune religion n'a le monopole de la guerre ni le secret de la paix. Si vous lisez le psaume 136 dans la Bible, 137 pour les protestants, il est écrit « Babylone, je broierai la tête de tes bébés contre le roc ». C'est pas très sympa. Si vous regardez les croisades, la première, on a massacré des musulmans à Jérusalem, et la quatrième, on a massacré des chrétiens à Constantinople. Ça ne veut pas dire que ni les juifs ni les chrétiens sont tous violents, pas du tout. Si vous regardez dire que toutes les religions monothéistes ont eu un moment où... Et pas seulement monothéistes. Si vous voyez les bouddhistes zen au Japon, ils étaient impérialistes japonais entre les deux guerres. Et si vous regardez les sourates du Coran, il y en a qui disent soyez indulgents avec les adversaires et d'autres qui disent soyez impitoyables. Donc aucune religion n'est toute pure là-dedans. Ce qu'il y a de certain, c'est que depuis le 11 septembre 2001, il y a un regain de l'islamisme violent. C'est une petite minorité de musulmans, mais bien organisée et qui fait beaucoup de dégâts. Mais l'immense majorité des musulmans français sont pacifiques. Et je pense qu'au Mali, c'est le cas de l'immense majorité des musulmans, sans oublier la minorité chrétienne du Mali. Mais il est exact qu'il y a des islamistes violents, fanatiques au Mali. C'est pour ça que la France est intervenue et à mon avis, elle ne pouvait pas faire autrement. Et les musulmans devraient s'en désolidariser, si je puis me permettre, madame. C'est pas ce que vous venez de démontrer. Non, complètement. Les solidarités absurdes, ça n'est pas mon lot. Alors qu'attendez-vous pour vous désolidariser de ce qui se passe là-bas, plutôt que de dire qu'il ne se passe rien? Non, j'ai pas dit qu'il ne se passait rien. Si, vous avez dit que c'était des terroristes. Donc vous prenez les gens qui vous écoutent pour des imbéciles. Ce n'est pas possible. Sylvain Crépon, l'islam aussi, puisque toute autre religion est un sujet politique. Pourquoi cette religion a une propension justement particulière à devenir politique et à être utilisée, en tous les cas évoquée par les responsables politiques? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord une raison qui a été évoquée par Odo Vallée, c'est-à-dire un contexte international depuis le 11 septembre, des attentats, qui fait que lorsqu'on parle de l'islam, effectivement, il y a une minorité, mais qui est très fortement agissante, très bien organisée, qui arrive à faire parler d'elle de cette manière. Mais d'autre part, on a vu également des ramifications sur le sol national. C'est peut-être ça qui est le plus inquiétant et qui cristallise le plus les peurs, les rejets des Français et cette sorte d'inquiétude face à l'islam, et qui peut donner des sondages tels que celui qui a été fait par Ipsos, que vous avez cité tout à l'heure. Mais il faut quand même... Il y en a beaucoup, on va préciser aux téléspectateurs qu'il y a eu un sondage récemment, mais j'ai vu sur 5 sondages, les derniers sondages, ils traduisent la même crainte, donc c'est pas nouveau. Oui, non, c'est pas nouveau, mais vous avez par exemple d'autres sondages qui donnent d'autres chiffres. Par exemple, il y a un sondage qui a été fait par la CNDCH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui par exemple en 2011 établissait que pour 74% des Français, les musulmans français étaient des Français comme les autres. Donc vous voyez, selon le point de vue que vous prenez, selon le contexte que vous prenez ou selon la façon dont vous formulez les questions, vous n'aboutissez pas au même résultat. Je prends un autre exemple, la très bonne enquête qui a été faite par Sylvain Brouard et Vincent Tiberge en 2005 sur Français comme les autres, sur les Français musulmans, qui montre que 80% des musulmans établis en France plébiscitent la laïcité et la séparation entre la religion et la politique. Donc,
on est face à des chiffres, des enquêtes contradictoires qui, selon la formulation, selon le contexte, ne disent pas les mêmes choses. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul, il ne faut pas nier les problèmes, il y a des vrais problèmes. On va en parler. Voilà. Je vais revenir aussi sur le contexte international et le Mali, parce qu'Yvan Rioufol, j'ai lu que vous parlez de choc des civilisations. Vous dites que c'est un défi de civilisation pour la France. Expliquez-nous. Oui, c'est-à-dire que nous vivons dans le déni permanent de ce qui se passe tant sur l'immigration, ou sur la violence de l'islam radical. Or, l'islam radical est issu d'une civilisation et ce qui est indicible pour ceux qui ont décidé de tout nier, ce qui est indicible, c'est de parler de ce choc de civilisation qui avait été décrit par Huntington et qui fait s'affronter, la civilisation, occidentale. Oui, des groupes, naturellement. Oui. Et dans ce choc de civilisation, vous avez des musulmans laïcs ou des musulmans modérés qui se retrouvent dans le camp occidental. Et ce qui se trouve aujourd'hui, ce qui se voit aujourd'hui sur tous les conflits internationaux, c'est ce choc de civilisation qui met en opposition une idéologie rétrograde, l'islamisme, l'islam radical, l'islam politique, appelez ça comme vous voulez, et cette aspiration qui traverse également la communauté musulmane, les peuples musulmans, à une démocratie, à des libertés qui ne sont en totale contradiction avec l'application stricte de la charia qui est la loi de Dieu. La loi de Dieu ne peut pas être la loi des peuples. Je crois que ça vous choque. J'étais choquée par cet édito de M. Rioufol. Moi, je pense que nous ne sommes pas les musulmans normaux. Est-ce que je vous fais peur, M. Rioufol? Pas du tout. Pas du tout. Et moi, je vous fais peur? Je suis ravie. Un peu parfois. Parfois. C'est ça le problème qu'il y a avec vous. Dans vos écrits, je crois que ce hérisse. Je vous lis bien. Et... Ouais, vous n'avez pas l'air de me lire bien, enfin. Oui, si, je vous lis bien. Bon. Mais moi, je pense que nous ne sommes pas pour les musulmans. Moi, je me définis comme farouchement laïque et sereinement musulmane. Et je vous assure que je ne suis pas dans le déni et que j'ai le sentiment qu'islamophobes et intégristes se nourrissent l'un de l'autre et qu'ils n'existeraient pas l'un sans l'autre. Et donc moi je pense qu'à un moment donné il faut couper cette référence à l'islam pour des gens qui ne sont que des criminels, des voleurs, des violeurs et des terroristes. Mais qui se réclament de l'islam. Eux se réclament de l'islam. Personnellement, moi je suis assez d'accord. Tout votre discours est tombé à l'eau. Je suis assez d'accord avec les thèses d'Huntington sur le choc des civilisations et je le regrette. Mais n'oublions pas que l'islam c'est un phénomène mondial, que seulement 1/6 des musulmans sont arabes, qu'il y a pas grand-chose de commun. Il y a beaucoup d'idées reçues. Oui, il y a beaucoup d'idées reçues. Puis il y a d'énormes différences entre l'islam indonésien, l'islam pakistanais, l'islam iranien, etc. Il y a beaucoup de chocs des civilisations. Il y a des chocs économiques terribles. Je pense que le grand choc dans l'avenir, ça va être le choc de la civilisation chinoise contre toutes les autres civilisations. Quand on voit à l'heure actuelle la place que prennent les Chinois en Afrique, c'est inimaginable. Et quand on voit aussi chez nous d'ailleurs, la place des produits chinois en France. Vous n'allez pas nous dire que c'est le péril jaune? C'est pas du tout le péril jaune, c'était un livre du capitaine d'Henry écrit en 1909, publié chez Flammarion. Le capitaine d'Henry, c'était le pseudonyme du colonel Drian, qui était un héros de Verdun. Mais ce péril jaune, non, c'est pas ça du tout. Par contre, je crois qu'il y a des chocs économiques, et ces chocs économiques, ils expliquent aussi un certain nombre de violences, notamment dans le domaine religieux. N'oublions pas que dans l'islam, il y a des gens qui sont extrêmement pauvres, et les damnés de la terre qui autrefois rejoignaient le marxisme athée, certains peuvent avoir tendance à rejoindre la religion musulmane. Je pense que par exemple au Mali, le problème numéro 1, c'est reconstruire un Mali qui soit socialement et économiquement plus juste et plus efficace. Vous êtes d'accord? C'est l'objectif primordial après la phase militaire, Yvan Rioufol, concernant le Mali, oui, bien entendu. Oui. Mais je voudrais élargir, si vous permettez, le sujet. Car je pense que cette crainte qui existe maintenant face à l'islam, que l'on voit à travers ces sondages, qui sont, comme vous l'avez dit, des sondages qui sont récurrents, vient surtout, me semble-t-il, de cette crainte qui traverse la société française, de la faiblesse même de la République, qui ne sait plus affirmer ses valeurs. Car dans le fond, vous avez bien tort d'avoir peur de moi, et moi je n'ai pas peur de vous. C'est pour plaisanter, monsieur. Non, vous plaisantiez pas. Et c'est bien le problème d'ailleurs. C'est bien ce qui attise un peu les tensions entre les communautés. Or, il me semble que la République a trop lâché face à ce multiculturalisme dont on a dit qu'il était... Mais pourtant l'islam s'est globalement institutionnalisé. On va dire que
on va, entre guillemets, l'islam des caves existe de moins en moins. Et or, c'est sa visibilité grandissante qui suscite des craintes. C'est paradoxal. Oui, parce que ce multiculturalisme dont on a dit, dont on a prétendu qu'il était accepté par la société française et refusé par la société française, or ce multiculturalisme, qui veut dire que toutes les cultures sont équivalentes dans le fond, et que la culture française équivaudrait à la culture islamique, a permis précisément à cet islam politique d'abord de refuser de s'intégrer ni de s'assimiler, et en plus de demander une visibilité. Et ce qui choque aujourd'hui la population française, c'est de voir cette visibilité alors même que la République laïque ne sait plus faire respecter ses règles. Et je pense que le fond du problème, c'est la faiblesse de la République française, et non pas tellement l'agressivité que l'on peut reconnaître à l'islam radical. Je peux partager ça, M. Ruffol, avec vous. Alors, la faiblesse des laïcs. La faiblesse des laïcs. C'est important. Oui, oui. La faiblesse des laïcs. C'est là où nous pourrions nous accorder. C'est là où nous pourrions nous accorder. Non, alors, vous avez une nuance? Oui, moi j'ai une nuance parce que en France, il n'y a pas de politique multiculturaliste au sens propre du terme. Le multiculturalisme, c'est quoi? C'est reconnaître officiellement des spécificités, des droits spécifiques pour des communautés. Je veux dire, ça n'existe pas en France. Il n'y a pas de droit reconnu spécifiquement pour ce genre de population. Mais je voudrais revenir au sondage qui a été édicté. L'intégrisme religieux dans le sondage qui porte sur les peurs et les fractures françaises, ça vient en 9e position dans les soucis des Français. Donc ça vient quand même loin derrière le chômage qui est en premier, puis le pouvoir d'achat, puis les retraites, les impôts, la santé, les inégalités sociales. Donc dans l'ordre des priorités, je pense qu'il faut replacer les choses. Ça c'est un premier point. Il y a un deuxième point que je voudrais évoquer quand même, et quand je dis qu'il ne faut pas tomber dans l'angélisme, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de, j'ai envie de dire, de communautarisme qui se développe et qui est dû à quoi? Qui est dû, je pense, à une certaine ghettoisation qui conjugue enfermement communautaire et misère sociale. Et là, il y a des très bonnes études qui ont été faites par Gilles Kepel, par Didier Lapeyronie, qui ont vraiment fait des travaux très sérieux là-dessus, et qui montrent que lorsqu'on conjugue géographiquement ces deux handicaps, effectivement, on peut se renfermer dans la religion sous une forme radicale. Et là, il n'est pas question de minorer effectivement ce genre de danger, et je pense que Mohamed Merah en est un exemple parmi d'autres, même s'il y a une dimension psychologique dans cette tragédie, mais il y a aussi cette question sociale qui me semble essentielle et politique et qu'il faut le mettre en avant et qui n'est pas uniquement géostratégique. Alors, je reviens d'un petit paradis religieux qui s'appelle le Bénin, où il y a des animistes vaudous, des protestants, des catholiques, des musulmans, tout le monde s'entend bien, il n'y a aucune violence religieuse. Dans le meilleur collège catholique de Cotonou, il y avait un élève, Moubarak Soumanou, musulman premier du bac béninois, qui a fait ses classes prépa à Louis Grand et qui est maintenant à l'école polytechnique et qui va bientôt défiler le 14 juillet. Donc vous voyez que on peut très bien dans un pays être tout à fait à l'aise dans le dialogue religieux. Mais ça suppose aussi un certain état d'esprit. Disons-le, cet état d'esprit n'est pas partagé partout. Malheureusement, dans le Nigeria qui est voisin, vous avez des islamistes de Boko Haram qui sont extrêmement violents. Donc dans deux pays voisins, vous pouvez avoir soit le dialogue, soit l'affrontement. Je voudrais qu'on revienne en France. Vous avez parlé tout à l'heure des voix laïques. Oui, je vous en prie. Je voudrais revenir sur Boko Haram. C'est non à l'éducation. Comment ces gens-là peuvent se prétendre des musulmans alors que la plupart des versets du Coran poussent à l'apprentissage, poussent à la connaissance, et qu'il y a un célèbre verset qui dit, le premier des mots c'est « lit ». Comment on peut se prétendre musulman quand on a un nom qui veut dire non à l'éducation? C'est pas possible, c'est juste pas possible. Retour en France, Yvan Rioufol, vous avez parlé tout à l'heure des voix laïques. Est-ce que l'islam en France, est-ce que le problème de l'islam en France, c'est de ne pas avoir une seule voix? Il est représenté par différents courants. Il y a le CFCM, je ne sais pas s'il est représenté d'ailleurs, mais il y a l'UOIF. Est-ce que justement, on devrait plus entendre ces organisations-là? Ce qui manque, il manque deux choses. Enfin, il y a deux choses qui créent ce problème. C'est donc cette faiblesse de la République et cette incapacité, pour l'instant, qu'a la communauté musulmane, qu'ont les Français musulmans, à se désolidariser de ce qui les caricature. Et c'est pour ça que je vous reproche de ne pas vous être désolidarisé de ce qui caricature votre religion,
quand on voit ce qui se passe, notamment au Mali, mais pas simplement. Mais si, vous êtes félicité. Je considère que vous vous êtes félicité, madame, que l'on n'emploie pas le mot d'islamisme. Donc j'appelle ça cautionné. Bon, écoutez, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que ça ne permet pas d'éviter des amalgames? Excusez-moi, tout le monde n'est pas peut-être aussi cultivé que vous. Ceux qui entendent islamiste font tout de suite une confusion. Absolument. C'est précisément pour cela. Il y a un amalgame épouvantable pour l'instant entre l'islam et l'islamisme parce que les musulmans ne cherchent pas, ne se désolidarisent pas publiquement de ce qu'il est caricature. Et donc je pense qu'il faudrait aussi que la communauté musulmane fasse un effort pour faire comprendre à la communauté nationale qu'elle est avec elle. Il y a des efforts à faire peut-être, certainement, il y a des efforts à faire. Monsieur Rufol, vous n'avez certainement pas lu les communiqués que j'ai faits sur l'affaire Meyrin, où j'ai parlé de ces questions. Certainement. Pour vous dire, non mais attendez, non, il n'y a pas de courage là, mais il y a de dire que nous ne pouvons pas être dans des solidarités absurdes. Nous ne pouvons pas être dans des solidarités absurdes. Mais l'amalgame, par exemple, c'est quand tout à l'heure vous montriez des gens qui prient dans la rue, alors que ça n'existe plus des gens qui prient dans la rue en France. Donc ça favorise. Et quand les médias formatent les représentations, vous avez un rôle éminent, ça n'existe plus. Donc on le montre. Madame a décidé que ça n'existait plus. Est-ce qu'il y a des faussaires, des responsables de ces clichés qui sont véhiculés? Qui sont ceux qui ont intérêt finalement à que cela perdure? Qui a intérêt à cette éternisation des clichés? Tocqueville disait « Une idée simple mais fausse l'emportera toujours dans l'opinion sur une idée juste mais complexe ». Il avait raison. Le général de Gaulle le disait sans arrêt en Conseil des ministres, c'est compliqué, c'est compliqué. Et vous, le jeune trésor meilleur élève du CEG numéro 1 de Chaourou m'a nommé ministre des Affaires compliquées. Il a 13 ans mais il a tout compris. Il m'a dit « Monsieur Vallée, l'éducation c'est compliqué ». Et je lui ai dit « Mais tu as raison, parce que si j'étais ministre de l'Éducation, je ferais peut-être pas mieux que l'actuel titulaire du poste ». Voyez-vous, on a tendance à simplifier. Alors on va dire l'islam c'est le glaive, mais on ne peut pas dire ça. Mais en même temps, on ne peut pas dire non plus que tous les musulmans sont pacifiques, puisqu'il y a eu le 11 septembre. Il faut accepter de vivre dans une société où toute religion peut avoir ses violents et ses non-violents. En Inde, il y a eu Gandhi, il était non-violent, mais il y a eu des hindous qui sont également totalement fanatiques. On a parlé de l'islam apaisé, tolérant, et il est où cet islam des Lumières, décrit par Malek Shebel dans ses livres, ou encore appelé de ses voeux par Barack Obama il n'y a pas si longtemps? C'était le discours du Caire, mais déjà que c'est loin ce discours. Oui, on l'attend, bien entendu. Moi, j'ai participé après cette tuerie perpétrée par Mohamed Merah à une contre-manifestation organisée par l'imam Chalgoumi à Paris pour dénoncer justement cet obscurantisme-là. Nous n'étions pas 50. Je ne vous y ai pas vu. Et donc, on attend cet islam des Lumières qui est représenté effectivement notamment par cet islam, par cet imam remarquable, et qui est d'ailleurs stipendié par toute sa communauté. Enfin bref. Et encore une fois, cet islam des Lumières existe naturellement. Il a produit des merveilles, artistiquement. Donc il y a cette flamme-là. Mais elle ne se voit pas pour l'instant, elle n'est pas révélée, en tout cas je ne la vois pas, ni chez vous, ni chez vous. Écoutez, on ne leur tend pas le micro. Mais bien sûr que si, mais ça, là vous avez un micro par exemple, et vous avez dit, me semble-t-il, des incongruités concernant cette... Pas du tout, monsieur, je ne vous permets pas de dire ça. Moi je me permets de le dire, des avis qui divergent, je trouve ça tout à fait contre-productif. Chacun son point de vue. L'islam des Lumières, il a surtout été littéraire, philosophique, à l'époque de Bagdad, la grande époque de Bagdad, mais aussi en Andalousie, bon, il y a 1000 ans. Aujourd'hui, l'islam des Lumières, il est surtout scientifique. Il faut dire que les Arabes ont inventé l'algèbre. Mais si vous regardez dans nos grandes écoles, il est frappant de voir le nombre de matheux, de physiciens qui sont issus du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, ça commence. Je pense qu'il y a énormément en ce moment de sciences dans les pays musulmans. On le voit aussi, par exemple, il y a des petits élèves de l'IX musulmans qui donnent des cours de maths en ce moment à Louis le Grand, mais aussi dans des lycées du 9-3. Donc je pense que c'est un islam du savoir, de la science. Quand vous regardez au Maroc le nombre d'ingénieurs des ponts et chaussées, des mines, etc., c'est incroyable. Eh bien, on va finir sur ces beaux exemples. Merci beaucoup. Il faut dire peut-être que l'islam véritable a beaucoup à donner à la paix. Merci d'avoir participé à ce débat, toujours délicat, il faut le dépassionner. En tout cas, merci d'en avoir parlé avec franchise et sincérité ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci à